Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous retrouver de nouveau sur les antennes de la télévision du monde. En 2018 au Cameroun, c'était l'un des plus jeunes candidats à briguer la magistrature suprême. Une aventure politique qui s'est soldée par une mémorable 7e place au terme du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Pour une première participation, celui qui se défend de tout engagement politique au sens traditionnel a donc marqué l'électorat. À l'orée de nouvelles échéances électorales au Cameroun et devant l'actualité dynamique sur la scène socio-politique, Franklin Difford Afanhui, président du programme national pour la paix au Cameroun, candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018, est notre invité ce soir dans le cadre d'un fauteuil pour vous. Président, bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir Yves. C'est donc un plaisir de vous retrouver. Vous avez la parole rare. J'allais dire que vous êtes également rare sur les plateaux de télévision. On ne sait pas grand-chose sur le président Franklin Difford Afanhui, qui a été mis au devant de la scène au cours du scrutin présidentiel du 7 octobre 2018. Quelques informations glanées, puisque nous sommes friands d'informations sur la personnalité qu'on reçoit à cette émission. On sait que vous êtes originaire de la Mésame, mais pas grand-chose, ingénieur en informatique, mais rien finalement sur l'absence du président. Oui, je veux d'abord dire bonsoir à tous les téléspectateurs de LTM TV. C'est encore une très grande opportunité pour moi d'être en face de cette dynamique journaliste, Yves Sanjo, avec dans ce plateau de LTM. Je veux d'abord féliciter cette dame, Dylan, qui est en train de faire un travail très fort. Moi, particulièrement, je suis un Camerounaise, comme d'ailleurs je le dis toujours. Je suis vraiment appelé à avoir peut-être un intérêt tellement profond pour les affaires de ce pays ici, parce que vraiment ça ne marche pas. Et il faut la jeunesse, il faut les gens qui vont réfléchir autrement pour vraiment voir à quel niveau on peut apporter notre soutien pour l'avancement de ce pays ici et pour les mésanges de notre pays, parce qu'il y en a beaucoup de choses qu'il faut ajuster. Voilà. Alors, président, on découvre avant cette élection présidentielle d'octobre 2018 à travers la Kingship International Ministry, qui est une grande église qui a d'ailleurs, dit-on, quelques représentations dans plusieurs régions déjà du Cameroun. C'est en 2010 à peu près qu'on découvre l'homme d'église, parce que vous êtes évangéliste dans l'âme. Mais parlez-nous un peu, où avez-vous passé votre enfance? Oui, je suis d'abord d'origine du nord-ouest de Mésame. J'ai fait quelque temps à nord-ouest. Bon, la plupart de mes études et les activités, c'est dans ce côté de littoral. Bien après mes éducations, et puis je peux dire l'école primaire, secondaire, et puis la sphère technique, on venait de nous énumérer l'ingénierie informatique. Dieu m'a donc appelé. Donc, où je commence à exercer dans le travail de Dieu dans cette région de littoral. Et moi-même, je ne savais pas que ça va vraiment prendre une dimension très élevée comme ça. Et ça a vraiment pris presque toute l'étendue nationale du Cameroun. Et dans d'autres pays aussi, parce que je fais beaucoup de pays africains et je fais beaucoup de pays européens. J'ai fait aussi l'Amérique plusieurs fois, donc je suis vraiment éveillé à ce qui concerne les états des choses dans une nation, ou gérer une nation, ou comment faire avancer une nation, parce que quand on voyage et quand on est dans d'autres pays, on découvre beaucoup de choses qu'on aimerait que ça se passe dans notre pays. Lors de cette élection présidentielle d'octobre 2018, vous aviez 38 ans, selon les révélations rapportées par l'ensemble des médias, 39 ans très exactement, si j'ai une très bonne mémoire.
Comment on fait pour bâtir un empire aussi important que le vôtre à 39 ans? Vous êtes à la tête de cette immense église qui a des succursales. Vous êtes également un promoteur dans le secteur de l'audiovisuel. Je ne cite que ces quatre figures-là. Comment vous avez fait pour bâtir cet empire à cet âge? Oui, quand on est avec Dieu, beaucoup de choses doivent se passer dans une dimension très très élevée parce que Dieu, c'est lui qui a tout. Et quand un homme qui a un cœur géré par Dieu est en train d'œuvrer dans les activités, je peux dire, prenons l'exemple de la gestion de nations, gestion des associations, gestion de même l'église, gestion de beaucoup de choses parce que Dieu fait tout. Dieu est tout. On est appelé de réussir. On est appelé de vraiment marquer un très grand succès parce que avec Dieu, on n'échoue pas. Avec Dieu, on peut toujours faire beaucoup de choses parce que Dieu ne regarde pas l'âge. Dieu a toute l'intelligence. Et pour citer, c'est un cas où certains gens qui n'ont pas Dieu ont eu à gérer certaines choses. Bon, on a eu, ça nous a amené vraiment dans certaines, je peux dire dans certains, je peux dire les trous qu'on a jamais aimés. Parce que quand tu regardes dans notre nation, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens qui ils veulent vraiment gérer, mais comme ils n'ont pas Dieu, ils ont fait les choses autrement. Par exemple, vous allez voir peut-être un administrateur ou un entrepreneur. Les gens travaillent, les employés sont là, ils ne payent pas, mais il y a l'agent qui entre, il fait les recettes très bien. Cette entreprise marche, mais il ne paye pas ses ouvriers parce que quoi? Il n'a plus une conscience, parce que quand on a Dieu, on a une conscience claire. Et une conscience qui juge. Mais quand on n'a pas Dieu, on peut tout faire, on peut tuer, on peut voler, on peut détruire tout un État sans même s'en rendre compte. Et on n'a pas vraiment cet amour envers la population. Donc Dieu a donc crié. Donc, en conclusion, quand tu as Dieu, tu peux faire tout. On parlera de l'Église dans son rôle de médiateur dans la résolution des conflits. Le Cameroun en est confronté à quelques ans. On en parlera carrément au terme de cette émission. Mais je voudrais qu'on aborde quelques sujets d'actualité et on fera une rétrospective de cette élection d'octobre 2018. D'abord, cette première question d'actualité, vous ne vous êtes pas beaucoup exprimé sur cette question, mais c'est finalement le sujet qui agite le landerneau politique depuis le 18 avril, date de l'adoption de la résolution par le Parlement européen, une résolution fortement critique à l'endroit du régime de Yaoundé, mais également à l'endroit des soldats au front dans les régions du nord-ouest, du sud-ouest, mais également dans la partie septentrionale du Cameroun. D'abord, vous avez été surpris qu'une telle résolution vienne du Parlement européen au sujet de la situation sociopolitique et sécuritaire au Cameroun? Oui, moi, pas en tant que tel, parce que c'est juste une continuation de ce qui se passe, parce que, et là, je veux vouloir que beaucoup de Camerounaises qui me suivent à cet instant, et les Africaines, ou d'autres pays, bon, je ne sais pas, là, j'ai quelque chose vraiment qui me touche long au cœur. Et je veux vraiment partager ça parce que il faut que les pays occidentaux nous laissent gérer nos problèmes. Il faut que les pays occidentaux nous laissent gérer nos problèmes. Pourquoi? Parce que il n'y a rien que les pays européens, que le Parlement européen va venir faire au Cameroun pour rien. Par exemple, vous allez voir comme la Nations Unies, United Nations, Yes. vous allez constater que au lieu de prendre souvent la position de résoudre tous les conflits quand ça commence,
Bon, ils vont baisser les bras, ils laissent jusqu'à quand il y a beaucoup de sang, quand le sang se verse à une dimension avant qu'ils viennent. Et quand ils viennent, je n'ai jamais compris un ceasefire en temps, toujours en retard. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Ça devient un système d'escroquerie que je peux dire qui n'a pas de nom. Parce que ils ont les armes, ils ont tout ce qu'il faut pour faire le ceasefire. Quand il arrive quelque part, la Nations Unies. Mais pourquoi il ne fait pas? On a tué combien de gens au nord-ouest et au sud-ouest? S'il fallait venir en aide, c'est quand ça venait de commencer. Bon, parlons du cas de l'Union européenne. Les parlements, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, parce que quand on veut parler là, les nations qui sont en train de vraiment sucer notre pétrole, ils sont là. Mais je vous l'ai dit, c'est ceux qui m'écoutent. Ils sont là. Les nations qui sont en train de piller nos recherches naturelles, ils sont là. Mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire contre le Cameroun? Ils ne peuvent rien faire, ça c'est le chantage. Et quand ils parlent, après les choses se passent pas derrière. Et donc pendant qu'il fait cela, nous on est en train de souffrir, les gens meurent. Mais il faut que moi, si je veux faire quelque chose, je veux me retourner à l'administration camerounaise pour le dire, résoudre nos problèmes. Alors, Président, pour vous, donc, c'est un chantage auquel on a assisté. Certains parlaient d'incartade, vous parlez de chantage, vous épousez finalement la posture du gouvernement qui parlait d'une campagne de dénigrement du Cameroun à l'étranger. Mais il y a, au fond, finalement, dans le contenu de cette résolution, quelques sujets qui ont été déjà évoqués par la classe politique du Cameroun. La question, par exemple, de la crise anglophone, le Parlement européen en a parlé. Vous avez le sentiment que la démarche actuelle, elle est bonne pour apaiser les tensions? Bon, comme je viens de dire, je peux dire qu'ils n'ont presque rien à faire. Pourquoi? Nous sommes au Cameroun. Vous allez voir, ça va toujours tourner dans les portes un peu arrière-plan. Et finalement, on n'a presque rien à dire. Pourquoi? Parce que quand on regarde, vous allez voir, il y a d'abord Thibault qui est venu, américaine. En venant, il est d'abord passé par la France. Il a donc fait un discours là-bas dans une vidéo qui circulait depuis dans les réseaux sociaux. Qu'il vient, sa descente au Cameroun, c'est pour venir faire sortir Kamto. Et c'est pour venir résoudre les problèmes dans les zones nord-ouest et sud-ouest. Bon, mais quand il est venu, mais voilà Kamto qui est toujours en prison. Le problème est toujours là. Ça ne fait que s'enjaillir, ça ne fait que se monter. Donc, en conclusion, je veux toujours dire l'Afrique. On se retourne en Afrique. Que l'amour que Dieu nous a donné entre nous les Africains, que ça commence vraiment à manifester, qu'il y a l'amour entre Africains et Africaines. Parce que nous les Africains, on n'a pas un problème. C'est les étrangers, c'est les gens qui viennent nous s'aimer ce problème-là. Pour qu'on commence à lutter entre nous et puis ils se concentrent pour prendre ce qu'on a. Donc je veux vraiment conseiller les Africains qu'il est temps qu'on se concentre pour vraiment voir comment on va faire avancer l'Afrique. Alors vous aviez parlé tout à l'heure du cas de Maurice Kamto. Le sujet a été également évoqué par le Parlement européen. C'était comme vous l'un des challengers du président sortant qui, haut la main, a remporté l'élection présidentielle du 7 octobre 2018 avec plus de 71% des suffrages exprimés. Le fait que Kamto soit derrière les barreaux, ça ne vous parle pas? Oui, mais ça me parle parce que, quant à moi, mettre Kamto derrière les barreaux, ce n'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Voilà, parce que j'ai toujours conseillé le gouvernement qu'il y a d'autres manières pour faire des choses et avec un peu de diplomatie. Voilà. Quand tu regardes même en Europe, les gens qui viennent faire les désordres ici, vous allez constater que même eux, les routes, j'ai été en Finlande,
les routes se font dans la nuit pour vraiment éviter l'embouteillage, pour éviter de nuire la population parce que moindre de choses là-bas, ils vont sortir en route. Bon, quand ils viennent ici en Afrique, c'est de cascade. Voilà, vous allez constater que eux, avec eux, quand on grève, quand on sort en route, vous allez voir que la police va venir seulement pour encadrer les manifestants et leur donner vraiment la bonne voie. Exprimez-vous et avancez, mais ne casse pas. Voilà. Donc, moi, je vois que c'est un peu noble. Bon, pour le cas du gouvernement camerounais, je conseille qu'il fallait encadrer Kamto et qu'il fait les manifestations comme... Même s'il y avait, comme certains l'ont dit, des troubles à l'ordre public. Bon, mais si ça arrive que c'est déjà au niveau de précaution, voilà. N'est pas celui qui a guidé les pouvoirs publics qui pensait qu'il y avait là des risques. Oui, mais si ça arrive au niveau où il y a déjà le désordre, bon, je crois que quand ça arrive déjà où il y a le désordre déjà, il faut éviter le désordre. Pourquoi? Le Cameroun n'est pas comme un autre pays. Il ne faut pas faire la comparaison. Parce que d'autres pays comme le Soudan et les autres, ils n'ont pas les tribus comme le Cameroun. Nous, on a les multi-tribus. Et il y a les rancules au Cameroun à un niveau très, très élevé. Les gens qui veulent vraiment qu'il y ait un désordre dans ce pays, ils ne connaissent pas ce qu'ils veulent. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un petit mouvement, il y a les gens qui attendent pour venir dans ce pays ici pour mettre le désordre. C'est terrible. Et quand ça commence ici, bon, les Bamileke peut-être serrés contre les Etones, les Aossa serrés contre les Yaoundé. Parce que récemment même, vous avez vu au Bala, il y avait cette petite embuscade entre les Bamileke, non, les nordistes et les hommes de Obala. Bon, j'ai même compris qu'il y avait les pertes de vie. Mais c'est autant de choses. Les Bassa vont se rappeler de ce qui les avait arrivé au temps de Macky. Les autres vont se rappeler de ce qui est arrivé. Donc il y a beaucoup de rancune. En sorte que quelqu'un qui fait la promotion d'un désordre ou l'insurrection dans ce pays-ci, ce n'est vraiment pas quelque chose à aborder. Alors le pouvoir semble, dans sa posture actuelle, vouloir faire la promotion de la stabilité et de la paix. À votre avis, que promeut Kamto à travers ces marches blanches? Oui. Qu'est-ce qu'il veut faire exactement? Quant à moi, c'est tellement quelque chose d'important de s'exprimer. Voilà, mais il y a une manière de s'exprimer. Voilà. Bon, comme vous avez évoqué tout à l'heure, s'il faut s'exprimer à une manière où ça touche déjà les vies humaines, les biens publics, tout ça, là, les casses pour les autres, bon, où ça nuit la population déjà. Bon, c'est là où le gouvernement doit s'inquiéter, même certains citoyens doivent s'inquiéter parce que nous, moi particulièrement, on ne veut pas le désordre dans ce pays-ci à l'heure actuelle. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire, le désordre va vraiment nous toucher de long. Parce que par exemple, vous voyez Sanjo, tout à l'heure, cet après-midi, vous avez peut-être pris un petit plat à la maison, vous avez pris votre voiture, on est déjà dans le studio, les enfants, tout le monde va un peu bien, même comme ça ne donne pas bien, bon, ça aille un peu, ça est en train d'avancer un peu. On attend les jours à venir, que les choses peuvent changer. Mais je vous dis, si ça déclenche ici dans ce pays, même pour sortir dehors là, c'est quelqu'un qui a l'âme. Vous pouvez stocker la nourriture à la maison. Les gens ne savent pas ce qui arrive. Vous pouvez stocker bien la nourriture à la maison. Dans un mois ou trop, c'est fini. Et tu regardes ta femme, les enfants, tout le monde, la famille commence. Voilà les vrais problèmes qui vont commencer. Et ça, c'est les regrets parce que les gens vont poser les questions. Qu'est-ce qui nous a même amené à cette étape? Bon, cherchons une manière de faire peut-être ce qui est clair. Ce régime, au gouvernement, c'est déjà à son terme. Ça va finir dans bientôt.
puis ça va finir. Bon, quant à moi, supportons en cherchant un moyen de le faire finir leur mandat, ou le finir le temps, et puis même le gouvernement, certains membres du gouvernement, le président actuel, pour bien connaître qu'il est vieux. Il est vieux et son mandat est fini. Il sait que dans un moment ou l'autre, il va laisser, il va quitter. Bon, ne cherchons pas que, on a entendu beaucoup de temps, beaucoup d'années, ne cherchons pas que vers la fin comme ça, on emmène des ordres dans le pays et puis le pays soit détruit. Je voudrais parler des mobilisations de cette manifestation, de ces marches blanches qui ont été interdites et pour lesquelles le Parlement européen parle notamment de restrictions de liberté au Cameroun. Que pensez-vous du hold-up électoral? Vous êtes un républicain, vous avez tenu une conférence de presse au lendemain de la publication des résultats par le Conseil constitutionnel et vous avez d'ailleurs indiqué que vous alliez vous référer au verdict de cette haute juridiction-là. Le fait qu'il y ait un candidat qui parle d'élections volées, d'hold-up électoral, ça vous dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. Même le RDP, c'est ce qu'ils ont volé. Et ne peut pas nier cela. Bon, mais moi, devant moi, on a volé mes votes. On m'a voté fortement. Bon, je ne sais pas comment on a partagé les choses. Bon, moi, en tant qu'un homme de la paix, je ne vole pas le désordre. Mais les gens ont appelé du nord partout. Quand ils avaient les scrutins, je peux dire, les résultats après dans les procès verbaux dans les bureaux de vote, ils avaient ça en main. Et ils m'appellent, bon, monsieur le président national, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que ce qu'on est en train de lire là, ce n'est pas ce qu'on a en main. J'ai dit, bon, attends, nous sommes dans une phase légale déjà. S'ils ne sont pas en train de lire ce que vous avez en main, calmez-vous. Regardez, notre nom, c'est quoi? Le nom de parti, c'est quoi? Programme national pour la paix au Cameroun. Donc, ça veut dire que nous sommes les éléments de la paix. Ne prenons pas un posture de désordre déjà. Là, ça ne dit pas, ça ne nous ressemble même plus. Voilà. On a un système très diplomatique qu'on veut amener la paix dans cette nation-ci et vraiment amener le Cameroun à un état très émergent. Parce que faire avancer un pays, ce n'est pas le désordre, ce n'est pas des casses, ce n'est pas le rioting, non. Parce que si ces choses-là n'ont jamais fait avancer un pays, je vous assure. Parce que s'il y a un désordre total dans ce pays maintenant, regardez même cet immeuble, on va mettre ça à terre, on va casser tout. Avec d'abord les dettes que le Cameroun a, avec toutes ces choses-là. On va casser tout et on va recommencer à construire. Donc vous êtes un artisan de la paix. Voilà, pour moi, je suis pour la paix. Président Franklin Difford-Afenhui, parlons d'un autre sujet qui fait partie de ces résolutions du Parlement européen sur la question de l'homosexualité. Le gouvernement parle de la législation qui interdit de telles pratiques. Nos us et coutumes, nos traditions semblent également s'y opposer. Votre approche de l'homosexualité, êtes-vous pour ou contre cette pratique au Cameroun? Avant de poser ces questions-là, vous connaissez déjà les réponses de ce qui peut venir de quelqu'un, un individu comme moi. Ça, c'est de folie. Bah, parce que je veux poser, ces gens qui ont institutionnalisé ça en Europe, je veux vouloir vraiment être face à l'un d'eux. Je veux poser donc la question, vous êtes assis là. Si votre maman et votre papa n'étaient pas ensemble comme je peux dire, un mâle et un femelle, c'est ça? Voilà. Les femelles. Femelles, voilà. Et normalement, la loi de Dieu dit qu'un homme doit rencontrer une femme avant que la reproduction prenne place. Voilà. Bon, si ça n'avait pas arrivé, eux là, ils devaient exister. Si c'était vraiment entre hommes là, comme ils sont en train de faire là, ils devaient être où? Ils devaient exister? Non, jamais. Bon, on les a accouchés. Pourquoi ils vont donc limiter les autres données? Parce qu'il y a les hommes en Europe
qui ne pense même pas aux enfants. Hein. On ne peut jamais accoucher. Donc, et c'est une pratique où ça a deux volets, spirituel et physique. Voilà. Donc les gens qui pratiquent ça, je vais vous dire aujourd'hui que ce n'est pas bon pour vous spirituellement parce que vous êtes possédé par un esprit de pédophile et qui vous amène donc à réfléchir autrement. Même vos annonces, ça ne vous fait pas mal. Il y a les hommes qui sont assis dans les bureaux. Quand tu entres, je dis les hommes mûrs, les grandes personnalités. Quand tu entres, ça sent le caca. Quand tu entres dans le bureau, c'est vraiment, ils ont pour obligation de privilégier. Irrespirable. Voilà voilà. Mais cette souffrance-là, c'est pourquoi Dieu a donné la nous pour faire autre chose avec, mais pas pour le sexe. Voilà. Donc, s'il veut faire le sexe, il y a les femmes. Mariez-vous. Voilà. Donc dans ce cas-là, même, ça ne peut même pas traverser les frontières de ce pays-ci pour arriver ici. Jamais. Nous, on ne peut pas accepter. Ça ne peut même pas traverser les frontières. Sinon, nous, on va un peu lever ce chapeau de la paix, on met un peu à terre, on dit aux Blancs que ça va. Oui. Nous, on ne veut pas cela dans notre pays. Président Franklin Difford, enfin oui, je voudrais qu'on parle cette fois-ci du sujet, du grand débat actuel au Cameroun. C'est la question anglophone, évidemment. Des sujets, des évocations, des propositions ont été faites. Les pouvoirs publics disent avoir amorcé une réelle avancée avec la création d'un comité de désarmement, une commission pour le bilinguisme et le multiculturalisme qui a également produit un rapport fabuleux sur des pistes de solutions pour finalement en finir avec ce problème qui dure depuis 2016. Sur cette question très précisément, vous vous êtes exprimé durant la période de la campagne électorale et vous précisiez que vous étiez favorable au fédéralisme. Est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que vous pensez que la question anglophone est une question de forme de l'État? Oui, c'était lors des élections présidentielles, il y avait encore le temps, c'était encore fait-il pour le fédéralisme. Mais je dis, si le président Paul Biya ne se lève pas maintenant pour faire ce qu'il faut, ça s'empire, ça ne fait que s'empirer. Pourquoi? Mais est-ce que des choses qui devaient être faites n'ont pas été faites? Mais oui, franchement, parce que le président, avec l'administration camerounaise, ils connaissent exactement quoi faire. Il faut qu'on essaye de voir au juste, sous le point, ce qui peut vraiment amener la solution sur ce problème. On est en train de tirer ailleurs. On est en train de tirer ou toucher ailleurs. Le seul problème d'anglophone n'a jamais été un problème, un programme linguistique qu'on a formé. On va d'abord commencer avec une commission de bilingualisme. Ce n'est pas un problème linguistique. Le français n'a jamais eu un problème avec l'anglais dans ce pays-ci. Donc, désarmement. Moi, je ne trouve pas ça un peu responsable. Pourquoi? Même vous, Yves, quelqu'un entre dans votre... Vous êtes à la maison. Quelqu'un entre avec l'arme. Il tue le premier enfant. Il tue le deuxième. Il a encore l'arme sous la tête du troisième. Et toi, tu te lèves pour te défendre. Et on te dit, jetez ton arme là à terre. Alors qu'on a encore un fusil pour tuer le troisième. Est-ce que c'est raisonnable? Ça, on ne peut pas parler de désarmement maintenant. Le problème n'est pas encore résolu parce que même ces jours-ci, il y a encore des tueries. Les embassonnés sont en train de tuer. Les militaires sont en train de tuer. Donc on ne peut pas parler de désarmement maintenant. Moi, il y a beaucoup de choses qu'il faut faire. Et maintenant, la dernière personne, c'est le président lui-même qui peut vraiment se lever et vraiment mettre fin à ce problème. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il fait? Non, mais lui-même. Mais on ne peut pas apprendre le président Paul Biya l'a fait ici. On ne peut pas l'apprendre. Il connaît les détails. Il connaît tout ce qu'il y a. Il a peut-être choisi sa stratégie qui est jusqu'ici incomprise par quelques responsables politiques que vous êtes. Vous aviez demandé
sécessionnistes de déposer les armes lors de l'élection présidentielle d'octobre 2018. Vous leur demandez encore cela aujourd'hui? Oui, j'avais demandé parce que là, les gens mouraient beaucoup. Il y avait beaucoup de morts. Donc, quand je essaie de parler, je fais les recherches. J'ai constaté qu'il faut faire plus de cela. Il faut faire plus que ce que j'avais demandé pour résoudre le problème. Voilà, il y a trop de détails dans cette affaire. Il y en a les gens même qui veulent que ce problème s'y avance parce que c'est peut-être comme un champ de réculte. Voilà. Oui, il faut que ce problème s'y avance parce que là, ça leur donne vraiment beaucoup d'avantages sur certaines choses, y compris les embassonnés, y compris c'est un fonds de commerce pour certains aujourd'hui. Oh oui, c'est un fonds de commerce pour certains gens parce que quand il s'agit de déploiements, c'est aussi beaucoup de budget, c'est aussi ceci là. Bon, parce que quand il y a certaines actions qu'on exerce sur cette secteur-là, nord-ouest et sud-ouest, que je pose beaucoup de questions que est-ce que c'est vraiment raisonnable? C'est pas raisonnable parce que certaines actions radicalisent plutôt regarde, il y a le gouverneur de Sud-Ouest l'autre jour, lors de sa commission, je ne sais pas si c'est de blague ou il est tellement sérieux, il a demandé aux chefs traditionnels, les gens qui sont respectés par ces communautés-là, de se lever le 20 mai, il marche en route avec tout le village derrière lui. Et que si un chef n'exerce pas cela, il verra les conséquences. Donc moi, plutôt, je veux dire au monsieur le gouverneur que bon, il fallait une autre manière pour bien gérer cette affaire, pour vraiment faire passer le 20 mai, parce que cette action-là, ça va plutôt radicaliser beaucoup de gens. Parce que sur le côté d'anglophone, là, on respecte les chefs. Les chefs traditionnels sont respectés. Et pour venir une fois et détruire leur dignité comme ça, là, on va voir un chef en route en train de marcher, il coule la sueur. Il coule. Non, 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 ce n'est plus un chef. On a détrôné ce chef-là. Ce n'est plus un chef. Donc, si moi je suis bien placé pour conseiller, à certains endroits, si il fallait qu'il réfléchisse autrement. Et il y a d'autres mesures pour vraiment amener cette population de Sud-Ouest de fêter le 20 mai en paix. Les discours au sujet de cette situation triste dans cette région camerounaise, qu'est le nord-ouest, et l'autre, qu'est le sud-ouest du Cameroun, est-ce que le langage qu'on utilise aujourd'hui, vous qui scrutez la sphère politique, est-ce que c'est un langage d'apaisement? Est-ce que vous avez le sentiment que les Camerounais prennent pleinement la mesure de ce qui s'y passe? Vous avez le sentiment qu'on se sent pleinement intégré dans cette bataille? Est-ce que les Camerounais, ardents défenseurs de la paix, comprennent tout l'enjeu du conflit dans ces régions? Oui, je peux vous dire qu'ils ont compris parce que à l'étranger, le diaspora, la plupart même qui sont en train de marcher en route, c'est des francophones. Et ils communiquent avec des francophones qui sont ici parce qu'ils veulent vraiment partager cette douleur-là avec les anglophones qui sont de l'autre côté là. Donc ce n'est plus une affaire d'apprentissage, beaucoup de gens sont déjà au courant. Et que pensez-vous des actes de mise à sac des ambassades du Cameroun, d'abord à Paris et ensuite à Berlin? Est-ce que c'est responsable? Quant à moi, je viens de vous dire, les casses, le désordre et destruction, ça ne vient pas de Dieu. C'est les actes qu'il ne faut pas poser. Il y a une manière de faire des choses qui est un peu très diplomatique, qui va passer un message fort et qui va annoncer et exprimer et je peux dire éclairer peut-être le gouvernement camerounais sur certains points qu'on n'est pas contente de cela. Hein. Donc il y a d'autres manières de le faire au lieu d'aller casser. Parce que moi je peux dire casser c'est un acte criminel. Voilà. Parce que même les gens qui cassent l'ambassade,
Je ne le connais pas, même les gens qui cassent l'ambassade. Si on vient chez eux casser, ils ne vont pas laisser. Là où ils sont en train d'habiter, si quelqu'un entre, il casse chez lui, là, ils ne vont pas laisser. Ils ne vont pas laisser la personne aller comme ça, là. Voilà, parce que nous, la Bible dit qu'il faut faire à quelqu'un ce que vous voulez que la personne vous fasse en même temps. Donc, it's like, recto verso action. Voilà, vous allez constater qu'à un moment donné, ça c'est les biens de l'État, l'ambassade. Donc, l'État est géré par des personnalités. Donc, peut-être c'est ces revendications-là qui sont en train de vraiment faire en sorte que d'autres gens sont en train de mal interpréter cela. Mais quant à moi, casser vraiment, ça n'est pas, ce n'est pas vraiment dans un sens qu'il faut apprécier. Président Franklin Difford Afanwi, parlons à présent de votre engagement politique. Je l'indiquais, ça constituera finalement le plat de résistance de cette émission ce soir. Certains disent que finalement on vous a découvert pleinement grâce à un certain Etonde que vous connaissez du mouvement Dreamer. C'est grâce à lui que vous êtes aujourd'hui célèbre, si on peut l'utiliser ainsi. Bon, je connais pas, je peux pas vraiment vous dire, ou je connais pas vraiment les gens qui sont en train de dire cela parce que l'alliance comme est-ce que l'alliance avec ce mouvement Dreamer n'est pas finalement l'élément déclencheur de la popularité que vous avez acquis durant cette période électorale? Non, pas comme ça. Quand j'étais au Stade SICAM, Dreamer n'était pas encore là. Voilà, il est venu juste bien après parce que il a constaté qu'il faut faire avec moi. Voilà, donc j'ai une population forte. Hein. J'ai une population forte parce que, par la grâce de Dieu, c'était une affaire tellement nouveau pour moi. Je n'ai jamais fait les élections, je n'ai jamais été dans la politique avant. Je venais de commencer, c'était ma toute première fois. Mais quand on voit ce qui est arrivé, je peux vous dire, c'est la main de Dieu. Et ce n'est que le commencement et c'est le début de ce projet d'affranchir la suprématie de cette nation. Nous parlions tout à l'heure de ce mouvement Dreamer. Je voudrais vous parler d'une autre personnalité, Joseph Monté, vous le connaissez, qui a été très proche de votre formation politique et engagé, dit-on, dans votre bataille électorale du SDF. Comment s'est effectué le contact? Et qu'a-t-il finalement apporté aux candidats que vous étiez durant la campagne électorale? Bon, s'il faut parler de, je sais pas, Monté, le Monté que je connais, c'est le monsieur, c'est un père qui a fait beaucoup de choses dans la scène politique. C'est lui le président national des MCNC. Voilà. Est-ce qu'il vous a été utile? Oui, donc lui, c'est bien après, je vais expliquer. Nous, notre parti PNPC, Programme National pour la Paix au Cameroun, a été créé bien avant les élections présidentielles. Parce que c'est cette partie-là. Précisément quand? C'était en avril 2018. 2018. Oui. Donc, même sa création ça avait vraiment fait de boom hein, ici dans le pays. Il y avait les on reviendra peut-être sur le timing pour comprendre pourquoi vous avez choisi. Voilà. Donc quand on a vraiment voulu aller dans les élections avec cette partie, ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait des critères, il y avait des choses qu'il faut satisfaire. Il y avait certains critères qu'il faut satisfaire pour être qualifié pour ces élections-là parce qu'il fallait plus être représenté à l'Assemblée nationale ou dans la municipalité. Avoir au moins un conseiller municipal, voilà, préalable, ou à défaut d'avoir les 300 signatures. Comme on était un parti, on n'a jamais fait les élections d'abord. On n'a jamais fait les élections, donc on avait besoin d'un parti qui a cette posture-là. Et pourquoi le choix du mouvement citoyen national camerounais
pour porter votre candidature? Oui, vous savez que un choix dans ce moment de pression-là, on ne peut pas parler de choix parce que on était un peu comme presque frustré parce que notre parti n'était pas qualifié, donc on était en train de marcher. Donc on est Vous deviez vous attendre en regardant les conditionnalités pour concourir à cette élection. Vous saviez très bien que pour un parti qui venait à peine d'être légalisé, il était difficile d'avoir espoir que son candidat puisse briguer la magistrature suprême puisque vous n'aviez aucun conseil municipal préalable. Oui, on était tellement au courant de cela, mais il y avait les élections municipales et législatives qui venaient. On avait annoncé, bon, après, bien après, on a annulé. Donc, on savait que dans ces élections-là, si on participait, au moins, on devait avoir des mairies ou de conseillers pour être qualifiés. Mais ce qui nous a basculé est que ces élections-là ont été annulées. Donc, on était obligé donc de faire tout et tout pour trouver un parti qui est qualifié pour ces élections-là. Voilà. On reviendra sur cette collaboration avec la formation politique qui vous a investi durant l'élection présidentielle d'octobre 2018. Mais je voudrais qu'on parle quand même de votre arrivée en politique. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Franklin Difford-Afan-Huy est plus mature que jamais? Est-ce que vous avez appris de cette première expérience au très haut niveau, puisqu'il s'agissait de l'élection majeure au Cameroun, l'élection présidentielle? Oui. Dernièrement, j'ai fait une conférence de presse où j'ai expliqué à haute voix que ça, c'était un terrain d'apprentissage pour nous. Et toute chose doit commencer quelque part avant d'arriver au but. Parce que moi, ma vie maintenant, c'est l'apprentissage, comme je dis. Tout ce que je vois, j'apprends. J'apprends et quand on apprend comme ça, on est obligé de faire mieux. Donc, c'est exactement ma posture maintenant. J'apprends au lieu de rester et faire les bruits, au lieu de rester et faire le désordre, moi j'apprends. Et j'apprends, et j'apprends. Et je suis en train d'avancer. Ce que je connaissais hier, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Vraiment, parce que sur toute plateforme, quand vous êtes quelqu'un intelligent avec la sagesse, voilà, donner pas dire surtout, tu es appelé à apprendre et appréhender tout ce qui est autour de vous. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que vous êtes un homme politique complet? Personne ne peut dire cela parce que chaque jour on apprend. Chaque jour on apprend. Il y a personne qui a suffisamment appris dans un domaine de la vie. Chaque jour on apprend. Parce que même aujourd'hui, comme on parle là, il y a les nouvelles idées dans la politique qui se créent. Il y a les nouvelles tactiques, même la technologie, fabrication, tout. Chaque jour ça se monte. Chaque jour ça se crée. Donc il faut que nous on doit vivre toujours une vie d'apprentissage. Mais ce qu'on apprend, on doit utiliser. Ce qu'on apprend, on doit utiliser. Parlons de votre collaboration avec la formation politique qui vous a investi à cette élection d'octobre 2018. Le mouvement, je crois que c'est cela, j'y arrive, national camerounais, je vais m'y retrouver, je perdais le fil de ma pensée. Cette formation politique qui vous a donc investi à cette élection présidentielle, l'argent étant le nerf de la guerre, comment a été géré l'argent mis à votre disposition par les pouvoirs publics pour cette campagne? Oui, c'est simple parce que eux, j'étais le candidat et on s'est assis. Du mouvement citoyen national camerounais. J'y arrive, je crois que j'ai retrouvé le fil de mes idées. Oui, donc c'est moi qui étais le candidat. On s'est assis, on a vu comment partager les tâches. Qui fait quoi, qui fait quoi, qui fait quoi. Donc, on a il n'y a pas eu de querelle au sujet de des 15 millions de francs CFA. Vous connaissez, s'il y avait eu de querelle, tu devais vraiment, on devait vraiment te donner les papiers. Le quotidien ça devait être les premières lignes de certains quotidiens. Bon, on peut dire qu'il faut acquérir avec MC, tout ça, à cause de la ceci, cela. Bon, mais on n'a pas la grâce de Dieu, on a mieux géré cela et ça s'est bien passé. Alors,
l'enveloppe globale de cette campagne électorale, pour ce qui est des partis qui étaient retenus, 9 candidats au final ont été retenus au terme d'un contentieux auprès du Conseil constitutionnel qui valide ces candidatures-là. Le montant qui est mis à votre disposition aujourd'hui en tant que candidat à cette élection présidentielle, vous avez le sentiment que ce montant a été dérisoire, comme certains l'ont indiqué? C'était très peu pour une campagne à une élection présidentielle? Bon, quant à moi, je peux dire que c'était inutile de frustration. Oui, c'était pas vraiment... Est-ce que ce n'était pas aussi l'occasion pour vous, hommes politiques, de comprendre que finalement, on ne fait pas la politique les mains, les poches vides? Oui, oui, c'est ce que j'ai dit. Bon, parce que ce n'est pas avec cela, parce que finalement, nous, on a reçu 15 millions. C'était pas vraiment cet argent-là qu'on attendait pour faire vraiment massivement ce qu'on a fait. Donc, on était un peu préparés pour faire ce qu'on a fait. Et je sais parce que lors des élections, je peux dire 2011 présidentielle, c'était la caution était 5 millions, oui, et il y avait une floraison, il y avait une floraison de candidatures. Hein. Oh oui, oui, donc c'était 5 millions et on avait reversé peut-être 30 millions. Comme voilà. Donc, moi je constatais, nous on avait déjà fait tous nos calculs, comme on avait multiplié la caution par 6. C'était 30 millions la caution, donc on savait qu'on va se multiplier 30 millions fois 6. Mais à notre grande surprise, la caution s'est augmentée, mais l'argent que nous a donné pour le sponsoring n'a jamais changé. Alors on a suivi avec beaucoup d'intérêt votre campagne. Vous changez un tout petit peu le décor des campagnes électorales. C'est cette longue procession de véhicules de luxe finalement pour une première élection dans notre pays. Cela nous a finalement amené à nous demander est-ce que l'homme d'église que vous êtes n'est pas allé puiser dans les caisses pour cette campagne électorale? Les caisses de l'église, oui, les caisses de l'église, voilà. Bon, quand on est un bon gestionnaire, on doit vraiment départager les tâches. Et c'est l'un des problèmes pour le Cameroun et faire face. Parce que quand on mélange la gestion, vraiment, cette structure-là aura les problèmes. L'Église a sa gestion différente. Notre parti politique a aussi sa gestion différente. Si je suis allé dans les caisses de l'Église puiser, c'est que l'Église devait vraiment avoir les problèmes financiers jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que cette quantité de l'argent, l'Église ne pouvait pas vraiment le donner pour ces élections-là. Voilà. Président Franklin Difford-Afanhui, êtes-vous un vendeur d'illusions? Alors, j'ai suivi quelque peu votre campagne durant cette période-là. Vous annonciez lutter contre le chômage, la corruption, sans véritablement préciser comment vous deviez vous attaquer à ces problèmes qui sont du reste des problèmes à l'échelle internationale. Les puissances les mieux développées aujourd'hui connaissent les mêmes problèmes, peut-être pas avec la même intensité ou la même amplification ou le même ampleur. D'abord au sujet du chômage, vous vouliez résoudre le chômage des jeunes. Comment? Oui, ça c'est ce que je dis toujours au lieu de faire trop de bruit dans ce pays-ci. Réfléchissons un peu comment on peut faire avancer notre pays. Voilà autant de choses, c'est ça qui m'intéresse. Bâtir la nation et faire avancer ce pays-ci. Je vais vous dire juste un petit exemple comment on peut faire émerger le pays-ci. Bon, je ne vais pas prendre beaucoup de mesures pour faire émerger le Cameroun. Par exemple, si je te dis, je peux fonctionner seulement avec 3 entreprises de l'État.
pour faire émerger le pays ici, les gens vont poser beaucoup de questions. Voilà. Pour faire émerger l'économie de ce pays ici, c'est comme un bonjour. Voilà. C'est l'industrialisation. Première chose. Bon, j'avais cité le cas comme Eneo. Je reprends, on va reprendre toutes ces entreprises-là et mieux gérer. Parce que quand je fais tous mes calculs, juste comme Eneo peut nous donner au moins 200 à 300 milliards par mois. Je vais vous expliquer. Peut-être la facture ici de LTM, je ne sais pas, peut-être ça n'est pas moins de 20 à 30 000 au mois. Je ne sais pas. Et d'autres billets. Ça va au-delà de ça. Hein. Oui, au-delà de ça. On est très loin du million voilà. En termes de consommation. Voilà. 2 millions. Voilà. Donc, quand tu regardes très bien, vous allez constater que au moins, presque toutes les villes de cette nation sont alimentées. Donc, on peut dire environ 10 millions. On est à 24 millions, des Camerounais 24 à 25 millions. Bon, disons seulement 10 millions alimentés. Si tu calcules, c'est lorsque 30 000 facture 30 000. Il y a les autres avec les 5 000, 3 000, d'autres. Mais quand il y a les autres avec les millions qui payent par mois. Mais quand tu redistribues cela, tu vas te retrouver à au moins 30 000 de plus bas. Et quand tu multiplies fois 10 millions d'abonnés, vous allez vous trouver, peut-être vous trouver à, je peux dire, c'est 300 milliards. C'est ça, non? Si on paye toutes les factures, les employés, tout le monde, on ne peut même pas dépenser jusqu'à 50 milliards le mois. On a 250 milliards. Cash qui est réservé. Disons qu'on a dépensé quoi que on a 250 milliards qui viennent juste de Eneo. Bon, voilà ma politique. Les jeunes qui sont au quartier là, les jeunes qui sont à l'étranger, les gens qui peuvent réfléchir dans beaucoup de domaines de l'industrialisation au Cameroun, dans ce pays. Voilà. Bon, je dis, je prends les mesures que peut-être chaque 3 mois, on va sponsoriser au moins 100 jeunes, 300 jeunes ou 250 jeunes. Sponsoriser, je suppose, leur donner de l'argent, c'est ça? Oui, j'arrive. Non, 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 on ne donne pas l'argent. On ne donne pas l'argent. On peut dire que chaque jeune, dans le secteur public, chaque jeune, faites votre projet de 1 milliard. Si on vous demande de faire une entreprise avec un capital de 1 milliard, présenter un projet, globalement, oui, c'est ça, présenter un projet de 1 milliard. Ah. Voilà. Ce projet-là, au moins, ça va employer pas moins de 500 Camerounais. En quoi c'est différent des multiples programmes qui sont... J'arrive. Attends, j'ai fini parce qu'il y a les téléspectateurs qui vont voir là où je veux. Il y a le PAGERU, il y a plusieurs programmes comme ça qui financent les projets des jeunes. Votre programme... J'arrive parce que regardez, cette 250 milliards pour les jeunes. Et ça c'est 250 jeunes. Ça, c'est pas moi-même. Bon, si vous écrivez votre projet à mener, il y aura beaucoup de secteurs d'études. On fait les études, on cherche un terrain, un parcelle de terrain pour vous. C'est le gouvernement qui va suivre comment cette entreprise serait construite jusqu'à on te donne les clés, installer tout. On te donne, c'est votre entreprise. Ce jeune Cameroun, c'est votre entreprise. Est-ce que c'est un modèle là, qui a déjà été expérimenté ailleurs ou c'est votre inspiration personnelle? Au Maroc, ça se passe comme je te parle là. J'étais à Casablanca. C'est comme ça qu'ils ont fait avant que le pays a pris le feu de l'industrialisation comme ça. Vous voyez, si 250 jeunes, on fait les entreprises comme ça, on donne. Et on suit la gestion peut-être pendant 6 mois, 1 an. La fonctionnalité. Et parce que nous, dans notre système, on voyait qu'on va faire une zone franche. Dès qu'ils fabriquent, tout le monde allait vendre dans la zone franche. Bon, les Africains... Il y en a déjà 2 au Cameroun. Hein. Oh, zone franche? Oui. Non, on n'a pas. Free Trade Zone, on n'a pas ici au Cameroun. On n'a pas. On n'a que les marchés. La zone industrielle de Bonabéry, c'est pas une zone franche. Non. Ça, quand la on zone parle industrielle non, ça c'est les petites zones industrielles. C'est pas des zones franches. Ça c'est les petites zones industrielles. Quand on dit zone franche, c'est comme au Dubaï. Là, c'est tout un territoire là où ce n'est que le vente de produits industriels qui se passe là-bas. Donc les gens viennent de partout pour acheter et ça fait boomer l'économie. Bon, et regardez si, bon,
3 mois, on a 250 jeunes sponsorisés. J'avais dit, cette profit, on a 250 milliards. Hein? Fois 3, on est déjà à combien? On est déjà 750 milliards. On va utiliser seulement 250 pour ces jeunes-là. Et vous allez constater que par an, on a déjà sponsorisé combien de jeunes et soutenir les projets. 2 ans, 3 ans. Et en même temps, le reste, le gouvernement prenne. Le reste de 500 milliards, ils prennent pour commencer à... Parce que notre gouvernement, s'il y a un problème, pourquoi? C'est presque comme un gouvernement mendiant, excusez-moi de dire cela, mais parce qu'ils n'ont pas les structures qui leur donnent le fond de fonctionnalité. C'est pour ces raisons que vous voyez, on est en train de prêter de l'argent, les impôts ne font que augmenter parce qu'on n'a rien qui nous donne les ressources, le gouvernement n'a rien qui nous donne les ressources. Si on a excusez-moi, si on essaie de vraiment sponsoriser ces jeunes-là dans le secteur privé, et le gouvernement lui-même est en train de bâtir les industries géantes, comme c'est le gouvernement. À un moment donné, vous allez constater que le PIB de ce pays-ci va commencer à grimper. Et c'est comme ça que le chômage finit. Parce que quand un jeune est sponsorisé, il emploie presque 500 à 1000. Multipliez ça par an. C'est comme ça que le pays peut s'émerger. Et vous allez constater que d'autres entreprises de l'État, on va prendre ce qui vient de là-bas pour distribuer dans d'autres endroits. Ne parlons même pas des impôts là, qui viennent de... On va résoudre le problème. Quand je m'assois, je pose la question, on fait quoi avec l'argent de ce pays-ci? Président, certains disent que la politique, c'est l'art de savoir mentir avec intelligence. Vous êtes un homme de vérité, vous voulez faire la politique autrement. Ce que vous développez là, c'est faisable? C'est très très faisable. J'ai les chiffres, c'est pour ça que j'ai voulu que vous me donniez le temps parce que j'ai les détails fiables à donner. Vous allez, même la CDC, vous savez que c'est le deuxième employeur après l'État du Cameroun. Voilà. Seulement, mais parce que ce qui vient de la CDC, ça dépasse ce qui vient des NEO. Les Alocam, le Camtel, toutes ces entreprises-là, on ne peut que citer les peu, mais ils sont des centaines. Bon, si on doit réunir ces ressources-là, on peut vraiment faire changer beaucoup de choses dans ce pays-ci. Et les impôts, là, nous, on baisse plutôt. On baisse les impôts pour faire émerger plusieurs entreprises encore. Et là, nous, on pousse on tire vers un système où on va imposer un système de salaire dans ce pays. Parce que quand le PIB monte, quand il y a vraiment les fabrications de partout, industrialisation, le pouvoir d'achat augmente aussi. Parce qu'il y aura les bons salaires. Voilà. Et à ce temps-là, vous allez constater que tout ce querelle-là, les gens qui se plantent de gauche à droite, les incompréhensions qui sont autour de Camerounais, tout ce casteur-là, c'est parce que les Camerounais souffrent, il n'y a rien à faire. Président, est-ce que vous avez, avec un peu de recul, le sentiment que votre programme était incompris? Parce que votre score par rapport aux vainqueurs, c'est aux antipodes. Hein. On vous a mal compris, l'électorat a mal compris ce que vous vouliez faire du Cameroun, là? Non, ils ont bien compris parce que presque partout où je passe, les gens sont dit non, votre programme, on a suivi. Même mon programme de digitalisation que je disais, pour vraiment faire partie la corruption dans ce pays-ci. Voilà, bon, les gens ont dit que c'est un programme très génial, mais voilà, on ne peut pas parler des résultats ici. Je vous ai dit cela. Le Cameroun, je sais qu'avec le temps, on aura un système qui va bien coordonner les élections et qu'on a vraiment, on peut vraiment parler des résultats. Voilà, parce qu'à ce niveau-là, les gens ont voulu vraiment que je sois le président, mais il y a beaucoup de choses à faire. Bon, vous êtes resté républicain. Oui. On va dire un mot sur la lutte contre la corruption. Vous parliez de la digitalisation, j'aimerais peut-être qu'on y greffe un mot. La solution de votre formation politique, c'est laquelle pour endiguer définitivement le phénomène ou du moins réduire
ses effets? J'ai évoqué un sujet ici, la digitalisation. Cette activité-là, c'est pour vraiment traquer les finances camerounaises et enfin d'arrêter la corruption au Cameroun. Parce que l'argent physique là qui circule, l'argent liquide qui circule de gauche à droite partout là, ça amène les gens à se comporter autrement. Et c'est ça qui fait en sorte qu'ils peuvent prendre de l'argent de l'État pour faire autre chose avec. Et les projets de l'État restent là sans accomplir. Moi, j'avais dit, si on digitalisait tout se passe dans les réseaux, tout se passe dans nos réseaux digitaux. Là, il n'y a plus moyen de voler. Il n'y a plus parce que tout est contrôlé. Chaque jour, on saura ce qui se passe. Pas introduire les virus, hein? Les virus? Les virus informatiques? Non, moi je fais l'informatique, je suis informaticien. Bon, comment les pays comme la France, l'Allemagne, j'étais en Allemagne, en France, en Belgique, en Finlande, en Amérique, comment ils fonctionnent avec ce système de digitalisation, et ils réussissent à par moyen de traquer, de faire le cracking en anglais, cracking the system. There's no way to crack the system because it's well controlled, well coded. Il n'y a pas moyen de toucher cela. C'est la technologie. Votre parti politique, j'y arrive, Programme national pour la paix au Cameroun. J'aimerais qu'on en parle parce que cette année 2019, j'y arrive, est une année aussi électorale dans notre pays. En attendant peut-être la convocation du corps électoral, le moment venu, vous allez vous engager sur le terrain des élections prévues cette année? On est déjà engagé. On est déjà engagé. On est sur le terrain, on est en train de travailler. On fait beaucoup de travail déjà, en espérant que vraiment on va s'exprimer ce temps-ci autrement. Oui. Donc on est en train de faire les travaux sur le terrain, parce que d'office, les régionaux, on ne va pas participer parce que on n'est pas qualifié. Voilà. C'est municipal et législative. Oui, on va participer. Nous, on fait déjà les travaux pour ça, on se prépare déjà pour cela. Et cela demande une forte présence humaine, une importante ressource humaine pour avoir des représentants à ces différents scrutins. Les mairies, pour les municipales, j'y arrive, c'est environ 360 maires qu'il va falloir dénicher à travers des personnes. Est-ce qu'il y a un engouement au niveau du parti aujourd'hui? Il y a des gens qui sont prêts à faire acte de candidature dans votre parti? Yves, je vais vous dire quelque chose. Moi, je fais le tour de ce pays ici. C'est pour ça que je ne veux pas trop parler des élections. J'ai fait tous les dirigeants de ce pays ici. Je suis l'un des candidats qui a vraiment fait le tour de ce pays. Parce que quand vous regardez au juste, on a les représentants partout. Il n'y a aucune région qu'on n'a pas de représentants. Bon, mais dans ces élections-ci, il y a une stratégie. On doit passer papier partout au Cameroun. Pour les partis qui sont sages, il y a une manière de le faire. Ça ne sert à rien de s'éparpiller partout et enfin, on n'a rien. C'est mieux de faire votre stratégie et voir comment vous pouvez attraper beaucoup de mairies et des postes de conseil. Voilà. Je voudrais qu'on termine cette émission rapidement, peut-être avec l'indulgence de la réalisation ce soir, que l'on diffuse. On va faire j'appelle souvent ça, dans les lectures, on parle d'une analepse. On revient en arrière un tout petit peu pour revivre quelques moments forts de cette campagne qui vous a valu d'être parmi ceux qui étaient en course pour Etoudi à ce moment-là. Grâce à la réalisation, je vous permets, président Franklin Difford-Enfant-Oui, de commenter 3 images que j'ai présélectionnées. La première image va donc s'afficher sur le petit écran. Qu'est-ce que ça vous dit, cette image? C'était à Bango, je crois. Oui. C'était à Bango.
Je crois que là, j'étais en train de saluer les gens. J'étais en public, j'ai bien marché. Est-ce que ce n'est pas votre jeunesse, président, qui a aussi ému l'électorat au cours de cette élection? Oui, mais... Vous étiez jeune d'abord en âge, mais aussi en politique. Oui, on m'appelait le candidat de la jeunesse parce que, comme j'étais le plus jeune, partout là où je partais, les jeunes sortaient pour vraiment m'accueillir. La deuxième image que j'ai sélectionnée, deuxième image. Ça, c'était Yaoundé? Oui, c'était à Yaoundé. Là aussi? Bon, là, à Yaoundé, il y avait tout un... C'était mélangé. Je ne pouvais pas... Il y avait des jeunes, des martyrs, il y avait presque toute qualité. Bon, mais il y avait tout un foule qui était sorti. Une dernière image pour terminer cette émission avec vous ce soir. Une dernière image. C'est Mbalmayou, je crois. Oui. Là aussi. Vers le sud, ça dit, ouais, en Mbalmayou. J'ai seulement esquivé là-bas parce qu'il y avait tout un foule qui était sorti. Je vais remercier la police qui était la gendarmerie. C'est eux qui ont aidé un peu pour vraiment nous ouvrir la voie. Il y avait tout un foule qui était sorti là-bas pour vraiment nous accueillir parce qu'ils nous attendaient depuis. On était d'abord parti à Bolova. Avant de retourner, c'était déjà vraiment plein partout. On suivra donc au cours de cette année 2019 l'aventure du programme national pour la paix au Cameroun. Vous nous avez d'ailleurs fait l'insigne honneur d'être l'un des candidats à cette élection qui avait accepté l'invitation de la télévision du monde lors de cette période importante de l'histoire de notre pays. Monsieur Franklin Differa-Fanhuy, président, j'allais dire, merci d'être venu sur les antennes de la télévision du monde pour cette émission en fauteuil pour vous qui effectue également son comeback. Merci. Merci aussi pour cette opportunité que vous m'avez donnée pour participer dans ce programme. Je ne vais pas hésiter pour vraiment répondre à votre appel quand il est nécessaire. Merci, mesdames, messieurs, de nous avoir accordé ce soir votre attention dans le cadre d'un fauteuil pour vous. Point final à cette édition. Au revoir.